L'émission Enjeux de société est une production de la télévision du Rocher Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Puis l'autre argument à lequel on peut penser, pour lequel j'ai pas de validation, c'est que ça serait une volonté d'économie en termes budgétaires. Mais encore là, on se l'explique un peu mal parce que c'est loin d'être une des initiatives qui est les plus coûteuses. Le temps que ça prend de se déplacer, de faire un échantillon d'eau, puis de revenir au bureau, ça c'est la dépense qu'on fait, mais qu'on faisait via les financements ministériels. C'est pas dans une saison là. C'est pas une dépense énorme, là. Ça va représenter une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures. Au cœur de la préservation des écosystèmes gaspésiens, le Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie tire la sonnette d'alarme. Alors que le gouvernement s'était engagé à bonifier la surveillance de nos cours d'eau, les organismes de bassins versants font face à un recul marqué des ressources allouées à l'acquisition de connaissances. Entre les risques d'inondations brutales et la protection vitale des rivières à saumon, la suspension des échantillonnages d'eau soulève des questions cruciales sur notre capacité à anticiper les impacts des changements climatiques. On explore ces enjeux avec Yves Briand, co-directeur de l'organisme. Et j'aimerais profiter dans le fond qu'on se parle c'est parce que j'ai vu passer ton post justement où tu parles un peu des échantillonnages d'eau là qui doivent être arrêtés. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yves Briand, je suis co-directeur du Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie, un des 40 organismes de bassin versant du Québec. Aujourd'hui, normalement, je débouterai la nouvelle saison d'échantillonnage de l'eau des rivières pour en faire le suivi de la qualité. Aujourd'hui, je vous amène sur les abords de la rivière Sainte-Anne. La rivière Sainte-Anne, c'est une des 6 rivières à saumon qui sont exploitées au nord de la Gaspésie. Et puis normalement, on en fait l'échantillonnage de l'eau d'avril à novembre à chaque année, depuis plusieurs années. Mais là, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de bouteille dans mon porte-bouteille. Fait que ça s'explique comment? Ben, ça s'explique parce qu'il y a eu une décision qui a été prise de suspendre l'échantillonnage de l'eau de ces rivières-là. C'est vrai au nord de la Gaspésie, c'est vrai au sud de la Gaspésie, c'est vrai à plusieurs endroits au Québec en fait. C'est une décision qui vient du ministère de l'Environnement. Et puis, ça fait en sorte que la session étant suspendue, on ne sait pas trop si on va pouvoir faire un suivi de la qualité des rivières cette année. Ce qui est particulier, c'est que ça fait plusieurs années que ces rivières-là sont suivies. Donc, on a des bases de données qui sont vraiment consistantes pour savoir comment évolue la qualité de l'eau de ces rivières-là. Et puis, à partir du moment où on arrête de les échantillonner, on n'est plus en mesure de savoir s'il y a des changements environnementaux, si l'eau s'améliore ou se détériore. Fait qu'on est dans cette situation-là. Ce qui est un peu déplorable, c'est que c'est suspendu pour cette année. Ça a été suspendu déjà l'année dernière pour les 2 derniers mois d'échantillonnage, octobre-novembre. Et puis, ça fait comme une séquence de décisions comme celle-là qui nous amène à avoir moins de suivi de la qualité de l'eau des rivières en Gaspésie et au Québec. Et ce qui est le plus décevant, c'est que le ministère de l'Environnement qui prend cette décision-là est le même ministère qui a mis en place, il y a quelques années, une stratégie québécoise de l'eau pour la période 2018-2030, dans laquelle il y a une intention qui est claire,
qui est celle de bonifier, d'augmenter le suivi de la qualité d'eau des rivières. Et puis dans les faits, ben, on diminue ce suivi-là. Donc aujourd'hui, ben, j'amène mes bouteilles à l'eau, mais malheureusement, il n'y aura absolument aucune eau échantillonnée cette fois-ci. Voilà, mes échantillons d'eau sont faits. Malheureusement, pas de résultat pour cette année. J'étais quand même un peu curieux que tu nous parles de ça, mais avant, si tu le veux bien, on pourrait parler du Conseil de l'eau un petit peu, juste pour mettre un petit peu la table. Parfait. Donc, moi, je m'appelle Yves Briand. Je suis co-directeur au Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie. Le Conseil de l'eau, il y en a deux en Gaspésie. Il y a le Nord de la Gaspésie puis le Gaspésie Sud. C'est un organisme de bassin versant qu'on appelle un OBV. Il y en a 40 au Québec. Ces organismes-là ont été mis en place là, dans le cadre de la loi sur l'eau il y a plusieurs années. Puis on reçoit des mandats qui nous viennent du ministère de l'Environnement. Le principal mandat de chacun des OBV, c'est d'établir en concertation un plan directeur de l'eau, qu'on appelle un PDE. Et puis ça se fait donc en concertation avec une table de concertation auprès des acteurs qui sont sur notre territoire d'action. Le territoire d'action, on appelle ça une zone de gestion intégrée de l'eau. Donc nous, notre zone couvre tous les bassins versants qui vont des Capucins, près de Capcha, jusqu'à la pointe Saint-Pierre, près de Percé. Donc, c'est quand même plusieurs rivières. Ça inclut 6 rivières à saumon qui sont exploitées, qui ont des grands bassins versants, qui font peut-être 70% de notre zone au total, plus plusieurs autres bassins versants. Donc, quand on longe la côte, là, à chaque fois qu'on a un village en l'embouchure d'une rivière, à Mont-Saint-Pierre, à la Marthe, à Marsouis, à Grande-Vallée, ben, à chaque fois, il y a un bassin versant qui est associé à cette rivière-là. Fait qu'on travaille à l'échelle de ces bassins versants-là. Puis notre mandat, ben, c'est d'essayer de cibler avec les acteurs sur le territoire, c'est quoi les enjeux de l'eau, qu'est-ce qui préoccupe davantage, sur quoi il devrait y avoir des efforts qui soient consentis. Puis toujours avec ces acteurs-là, on établit des objectifs à atteindre. Actuellement, là, on a une deuxième génération d'un PDE qui est en cours d'approbation ministérielle, qui couvre la période 2024-2034. Et puis ces objectifs-là doivent être atteints collectivement. C'est pas euh, c'est pas une mise en œuvre d'un plan qui repose sur l'OBV. C'est une mise en œuvre d'un plan qui repose sur la mobilisation des acteurs de l'eau derrière les objectifs qui ont été fixés ensemble. D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple d'enjeu quand tu parles d'enjeux de l'eau? Ça serait quoi les enjeux, des exemples d'enjeux qu'on peut avoir dans notre Ouais. secteur? Ben, il y a quelques années, on a fixé un certain nombre de problématiques qu'on a considérées comme étant prioritaires. Donc, on a la question des inondations. Puis, parce que chaque année, il y a au moins une communauté, deux communautés qui subissent des débordements de rivières sur notre zone. Fait que c'est un phénomène qui est quand même assez généralisé. Contrairement aux grands centres, on n'en vit pas des impacts majeurs au niveau des infrastructures parce que nos communautés sont pas très densément peuplées, c'est des petits villages, mais ça vient quand même marquer l'esprit des villageois, des petites communautés quand il y a des débordements, des bris d'infrastructures, comme c'était le cas à Marsouis il y a plusieurs années, comme ça a été le cas à Rivière-au-Nord encore il y a plus longtemps, des maisons qui avaient été carrément mises à l'eau. Ce qui est particulier des phénomènes d'inondation sur notre zone, c'est qu'on a des rivières qui dévalent des montagnes. Fait qu'au printemps, les crues sont très, très fortes. Donc, l'eau va monter très rapidement. Puis, quand il va y avoir un débordement, ça va se faire en quelques heures. Puis, on va subir des désagréments qui peuvent être très importants, qui peuvent être brutaux. Puis, souvent, ça va se résorber en une journée, 2 journées. Alors que, par exemple, dans les basses terres du Saint-Laurent, ben,
phénomène d'inondation va être très graduel. Il va y avoir des sous-sols qui vont se faire inonder pendant plusieurs jours, puis le retrait de l'eau va se faire aussi très graduellement. Nous autres, c'est pas ça notre réalité d'inondation. Fait que ça en est un exemple. Un deuxième exemple qui est souvent associé à ça, puis qu'il faut distinguer de ce qu'on appelle l'érosion côtière, c'est ce que nous, on appelle l'érosion fluviale. Donc, l'érosion qui est associée aux berges des cours d'eau, des rivières. Comme on a des crues très fortes, ben souvent, ça vient arracher des bouts de berge. Ça remet en suspension des sédiments. Ça fait partie de la dynamique naturelle de nos rivières. C'est pour ça qu'on a souvent des rivières qui méandrent, parce que c'est des sédiments qui sont remis euh, en circulation, qui se redéposent ailleurs. Ça change le tracé des rivières. Mais évidemment, ben, ça génère des préoccupations en termes de sécurité civile. Il peut y avoir des ponceaux qui soient arrachés, des portions de terre privée, là, tu sais, un propriétaire qui il voit une partie de ses berges se faire éroder, ben, il perd de la propriété foncière. Fait que c'est ça, c'est préoccupant. Donc ça, c'est une deuxième. C'est plus associé à des aléas naturels. Ensuite de ça, on a des questions qui sont plus au niveau de la quantité de l'eau potable, puis de l'utilisation de nos eaux usées, de la surconsommation de l'eau potable aussi. Donc, on sait que, par exemple, la municipalité de Lamarque, pendant plusieurs années, même ça se compte en décennies, avait pas accès à une eau potable. Euh, Là, ça s'est dans la dernière année, ça s'est réglé. Ils ont un nouveau puits municipal. Mais ça, c'est une problématique qu'on voit à certains endroits. On sait que, puis bon, c'est vrai pour plusieurs endroits au Québec, mais on a des enjeux de surconsommation de l'eau potable. Des fois, ces enjeux-là sont liés à des comportements au niveau des citoyens. Des fois, sont liés aussi à la désuétude des infrastructures. Fait que les systèmes de distribution de l'eau potable, les aqueducs, tout ça, s'il y a des fuites dans le réseau, ben c'est une eau potable qui se perd dans le sous-sol. Puis là, ben l'infrastructure, elle travaille un peu pour rien, à distribuer une eau qui se perd dans des fissures de la tuyauterie avant de s'en rendre jusqu'aux citoyens. Fait que ça, c'en est un autre enjeu. Sinon, il y a toute la question de la dégradation des habitats naturels, qu'on parle de milieux humides, de milieux riverains, de cours d'eau comme tel, de lacs. Donc ça, c'est une préoccupation. Souvent, on va l'associer à des enjeux pour l'habitat aquatique. Comme je disais, on a des rivières à saumon. Donc, c'est sûr que s'il y a une dégradation de l'habitat associé aux rivières à saumon, ben, ça peut être les populations de saumon qui en subissent les conséquences. Il y a des activités économiques qui sont associées à ça. Donc, si les populations de saumon baissent, ben, les activités économiques qui en dépendent vont subir les conséquences. On se préoccupe du maintien des milieux humides. Heureusement, on n'est pas dans une situation justement de forte densité de population comme, je sais pas, dans les pourtours de Montréal ou tout ça, où ce que t'as plus d'étalement urbain, t'as des nouveaux quartiers qui se développent, tout ça, qui peuvent entraîner la destruction de milieux humides. On n'est pas dans cette situation-là, mais on doit rester vigilant quand même. Puis, il faut se rappeler que les milieux humides sont importants pour leur biodiversité, mais sont aussi importants pour les services écologiques qu'ils nous rendent. Les milieux humides permettent, entre autres, de réguler les débits de crue au printemps. Quand l'eau euh, s'injecte dans le bassin versant, ben à chaque milieu humide qu'elle va rencontrer, ça va ralentir son écoulement. L'eau va stagner en partie dans le milieu humide, puis après ça, va reprendre son trajet. Si on enlevait d'un coup tous les milieux humides d'un bassin versant, les coups d'eau seraient plus rapides puis plus importants dans un bassin versant. Fait que les communautés qui seraient en embouchure en subiraient les conséquences. Fait que, tu sais, il faut se rappeler de ça, l'importance des milieux humides pour ce que ça nous rend. Ça vient filtrer l'eau aussi. Ça protège les berges. Ça protège contre les inondations. Fait que, faut se rappeler tout ça. D'accord. Sinon, ben, on commence à être sensible comme autre problématique prioritaire à la question des conflits d'usage. On sait qu'ailleurs en Gaspésie, là, il s'en est vécu sur certaines rivières, entre autres entre pêcheurs, puis euh, kayakisme, mettons, tout ça, tu sais. Fait qu'on commence à être alerte là-dessus. C'est pas flagrant, mais c'est quelque chose qui pourrait aller en augmentant. Fait qu'on garde une vigilance là-dessus. Je dirais que ça fait le tour là, des problématiques
sont les priorités pour Quand notre tu dis zone. quand tu dis aller en augmentant, c'est parce qu'il y a de plus en plus de monde aussi qui s'établissent peut-être proches des cours d'eau ou c'est... Ben, il y a un plus grand engouement pour les cours d'eau, pour différentes Mhm. activités, que ce soit de la baignade, que ce soit du canotage, etc. On le sent aussi après la pandémie qu'il y a plus d'achalandage. Mhm. Euh, les gens sont peut-être moins enclins aussi à aller à l'étranger pour voyager. Fait que partout au Québec, on va peut-être avoir plus de visiteurs. Là, j'ai pas de statistiques de tourisme, mais tu sais, on peut anticiper là, qu'il y ait davantage de sollicitations de nos cours d'eau pour des activités ludiques. Puis que là, ben, oups, si ça donne à être une rivière qui est pêchée de façon régulière depuis plusieurs années, par exemple par des pêcheurs au saumon, mais ça pourrait créer des conflits. Fait que c'est quelque chose sur lequel on essaie de rester vigilant, là. D'accord. Et puis, ben, on pourrait aller dans tous ces enjeux que tu as parlé. Il y avait l'enjeu, je ne sais pas si ça va avoir un lien, tu vas me corriger au besoin, mais par rapport à la qualité de l'eau, parce que une des raisons pourquoi on se parle aujourd'hui, c'est que j'ai vu passer ton post justement où tu es à l'extérieur et tu exprimes que bah, tu t'en allais pour faire des échantillonnages d'eau. Alors déjà, peut-être avant qu'on parle du fait que vous pouvez plus en faire, pourrais-tu nous dire c'est quoi ce travail-là que tu faisais dans le fond et à quoi ça servait ça de faire des échantillonnages? Ouais, OK. Ben d'abord, je vais inscrire ça dans ce qu'on le lien qu'on peut faire avec les problématiques dont j'ai parlé. Euh, Si on s'inquiète de la dégradation des habitats aquatiques, par exemple, ben c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir mesurer si on fait aucun échantillonnage. C'est un Mhm. exemple. Tu sais, ça prend de l'acquisition de connaissances, ça prend un certain suivi des états naturels de nos milieux pour savoir si on les dégrade ou non. Et puis, si on est en mode actif pour essayer de corriger des situations, de restaurer des milieux, d'améliorer la qualité de l'eau, ben encore une fois, si on fait pas de suivi sur le terrain, on pourra pas savoir si nos actions portent fruit. Fait qu'on pourrait faire plusieurs actions pour essayer d'améliorer la qualité de l'habitat aquatique, mais si on va jamais mesurer sur le terrain quelle en est la situation, on ne sera pas en mesure de savoir si on a investi aux bonnes places. Fait que ça, c'est juste pour faire le lien avec le plan directeur de l'eau. Maintenant, les échantillons dont je parle, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le programme Réseau Rivière. C'est un programme qui est à l'échelle de la province, qui est piloté par le ministère de l'Environnement et depuis plusieurs années. Je pourrais pas dire depuis combien de temps, mais depuis plus qu'une dizaine d'années facilement. Puis c'est partout au Québec. Donc, il y a des rivières qui sont suivies de façon régulière avec un échantillonnage mensuel dans certaines régions, c'est 12 mois par année. Dans d'autres régions, c'est de avril à novembre parce que la période hivernale est trop couverte de neige ou de glace pour permettre l'échantillonnage. C'est notre cas à nous, en Gaspésie. Donc, en principe, depuis plusieurs années, on échantillonnait une fois par mois, d'avril à novembre, un certain nombre de rivières. Dans notre zone de gestion, on parle de 5 rivières dont 3 pour lesquels on avait la responsabilité de faire l'échantillonnage pour le ministère. Donc, on parle des rivières Capcha, Sainte-Anne, Madeleine, York et Saint-Jean. Et puis, c'est une particularité de notre territoire. Ça correspond à 5 rivières à saumon en plus. Fait que, tu sais, on estime pertinent de faire le suivi de la qualité de l'eau de ces rivières-là, ne serait-ce que parce que ce sont des rivières à saumon. Nous, on a reçu le mandat peut-être autour de 2016-2017, là, Euh, ma mémoire me fait peut-être défaut, là, mais ça fait près d'une dizaine d'années qu'on a reçu le mandat d'échantillonner les rivières Capcha et Sainte-Anne. Quelques années après, on a reçu le mandat d'ajouter à ça la rivière Madeleine. Pourquoi? Ben parce que historiquement, c'était souvent des bénévoles, des particuliers qui faisaient ça pour le ministère de l'Environnement. Puis au fil du temps, quand il y a des gens qui décident d'arrêter, là, tu sais, d'offrir ce service bénévolement là, à l'État, si on veut, ben, les responsables du programme au ministère se tournaient vers les organismes de bassin versant. Ça assure une certaine stabilité dans l'échantillonnage quand c'est une organisation comme les nôtres qui les font. Ça fait que comme ça, on a récupéré, comme je disais, Rivière-Sainte-Anne, Rivière-Capcha et un peu plus tard Rivière-Madeleine. C'est les 3 qu'on échantillonne normalement depuis quelques années. Euh, Puis ça se fait, entre guillemets,
gratuitement. Là, il faut que je précise, parce que c'est un des enjeux que je vais soulever plus tard sur la diminution des suivis de qualité de l'eau. C'est que les organismes de bassin versant, ils ont un financement statutaire qui vient du ministère de l'Environnement. Et puis, au cours de toutes les dernières années, quand on faisait le réseau rivière, nos ressources humaines, nos employés qui étaient déployés sur le terrain pour faire les échantillonnages, on les rémunérait à partir de ce financement statutaire-là. Il est arrivé une décision à l'effet que on ne pouvait plus euh, utiliser ce financement-là pour aller déployer nos employés sur le terrain pour faire le suivi de réseau rivière. Donc, les gens au ministère qui sont responsables de ce programme-là se sont retrouvés dans une impasse parce que là, il n'y avait plus de ressources au sein des OBV pour pouvoir faire le travail, entre guillemets, gratuitement, mais parce que c'était financé via notre enveloppe statutaire. Donc, ils ont décidé qu'ils allaient nous payer directement cette direction-là par une entente, un contrat. Mais antérieurement, comme on le faisait, entre guillemets, gratuitement, ils nous donnaient en contrepartie des heures de laboratoire gratuites. Maintenant qu'ils ont pris la décision que les responsables de Réseau Rivière allaient financer nos employés pour faire les échantillonnages, ils ont retiré les heures de laboratoire gratuites. Fait que ça, c'est un premier recul en termes de suivi de la qualité de l'eau. C'est que pendant plusieurs années, comme on faisait le réseau rivière, les trois rivières dont je vous ai parlé dans notre cas, le ministère nous donnait en contrepartie des heures de laboratoire gratuites, nous fournissait du matériel d'échantillonnage et on pouvait aller échantillonner d'autres rivières. Fait qu'au fil du temps, en plus des trois rivières régulières, on est allé aussi sur la rivière Marsouis, sur le ruisseau Porphyre, sur la rivière Gros-Morne, Mont-Saint-Pierre, Cap-Chat, plusieurs rivières qu'on a cherché à documenter la qualité de l'eau au fil du temps. Puis pas tout le temps dans une perspective d'habitat aquatique. Des fois, c'était parce qu'on soupçonnait qu'il pouvait peut-être avoir un enjeu au niveau de la santé publique. Peut-être la présence de coliformes fécaux à cause d'installations septiques qui seraient pas conformes, etc. Puis on en a décelé des problématiques comme ça sur certaines de ces rivières-là. Maintenant, avec la décision qui a été prise de nous retirer ces heures de laboratoire-là, ben c'est toutes ces rivières-là en supplément qu'on peut plus suivre. Ça, c'est un premier coup. Le deuxième coup, ça a été toujours dans le cadre du programme Réseau Rivière. Les responsables de ce programme-là avaient décidé de déployer des stations supplémentaires à celles qui sont déjà dans le réseau. Avaient demandé à chacun des OBV du Québec de leur suggérer des rivières. Dans notre cas, il y a 2 stations qui avaient été ajoutées. Une pour la rivière Dartmouth, qui était la seule rivière à saumon pour laquelle on n'avait pas de suivi. Et une pour la rivière Haut-Nord, qu'on leur avait suggéré parce qu'elle est quand même assez densément peuplée. Puis on se questionnait à savoir si, il y avait des enjeux de qualité de l'eau là. Ces 2 rivières-là devaient être ajoutées pour au moins 2 ans au réseau rivière. Mais après une année, déjà, ça a avorté. Donc, cette intention-là de bonifier le réseau rivière a rapidement été mis de côté après une seule saison. Et Fait que ça, comment on c'est une... pourrait décrire les conséquences que ça pourrait avoir sur du long terme? De dire Euh, d'arrêter l'échantillonnage, je comprends que dans le fond, on n'en fait plus de suivi, mais pourquoi déjà l'impact que ça peut avoir, mais pourquoi aussi le gouvernement se retirerait de ça? Pourquoi? Pourquoi il se retirait, ça, je me l'explique pas, parce que d'abord, ils nous fournissent pas l'explication de la raison, mais aussi parce que c'est contradictoire avec la stratégie québécoise de l'eau que le gouvernement s'est donné, que le ministère de l'Environnement s'est donné, puis qui couvre la période 2018-2030, fait qu'on est en plein dedans. Puis dans cette stratégie québécoise-là, on en est à un deuxième plan d'action là, associé à cette stratégie-là au niveau national. On appelle le plan national de l'eau. Puis il y a une mesure qui est très précise, c'est la mesure 6.1 qui vise à bonifier le suivi de la qualité de l'eau au Québec. Et un des indicateurs de ce plan-là, gouvernemental, à savoir si on a véritablement bonifié ce suivi-là, c'est le nombre de stations de réseau rivière.
Fait on trouve ça quand même paradoxal que d'un côté, il y ait comme intention de bonifier le suivi, mais que dans les faits, on diminue le nombre de stations ou on avorte des stations supplémentaires qu'on avait décidé d'ajouter, probablement dans l'esprit de la stratégie québécoise, mais qu'on a rapidement retiré. Fait que ça, on s'explique pas ces décisions-là. Elles sont contradictoires avec les intentions qui sont dans la stratégie québécoise de l'eau. Puis ça s'ajoute à deux autres décisions. Je viendrai sur les conséquences après, Mhm. si tu me le permets, Oui, bien Marc. sûr, oui. Euh, Parce que je veux comme faire la mise en contexte de différentes décisions qui s'accumulent. Fait que, tu sais, dans un premier temps, le fait qu'on ne peut plus avoir d'heures de laboratoire gratuites fait en sorte qu'on ne peut plus aller échantillonner des rivières où nous, on pense qu'il peut y avoir des enjeux. Ensuite de ça, le fait qu'on ait avorté l'ajout des stations au réseau rivière au bout d'une seule année. Puis là, l'année dernière, les rivières régulières qu'on échantillonnait, on a amputé les 2 derniers mois d'échantillonnage, octobre-novembre. Et puis là, cette année, on nous a avisé, là, tout juste à la fin mars, que la saison d'échantillonnage pour 2026 était suspendue sur toutes nos stations. Puis c'est vrai pour les stations du nord de la Gaspésie, mais en ayant parlé à mes homologues, c'est vrai pour les stations de Gaspésie-Sud, c'est vrai pour plusieurs stations au Bas-Saint-Laurent, c'est vrai pour d'autres stations ailleurs au Québec, comme dans la vallée de la rivière Chaudière, près de Québec. Fait que c'est une situation qui est généralisée, là. Fait que ça fait comme plusieurs décisions en 1 an et demi, 2 ans, qui font qu'à chaque fois, on diminue le suivi de la qualité de l'eau. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est difficile à dire, mais c'est justement ça l'enjeu. C'est que, comme je l'avais expliqué plus tôt, euh, si on fait pas de suivi scientifique de la qualité des rivières, on peut pas voir venir les problématiques. Quand les problématiques vont être présentes, ben, il risque d'être déjà trop tard pour agir. Tu sais, les indicateurs vont être tellement flagrants que le problème va être gros, tu sais, plus dur à régler. Fait que si je prends juste un exemple, là, quand on va échantillonner les rivières, il y a au moins deux critères. Il y a plusieurs critères qu'on regarde, là, mais on regarde la turbidité de l'eau. On regarde savoir s'il y a beaucoup de matière en suspension. On sait que les matières en suspension, c'est pas nécessairement bon pour les salmonidés comme l'ombre de fontaine, la truite, le saumon atlantique. Idéalement, l'eau doit être claire, idéalement, tu sais. Bon, jusqu'à présent, puis c'est pas surprenant, la turbidité, elle se présente surtout au mois de mai parce que c'est la crue. Puis comme je l'ai expliqué plus tôt, la crue va entraîner des sédiments naturellement, de l'érosion des berges naturellement. Fait que c'est pas pour rien que au mois de mai, souvent, on roule le long de la 132 puis on va avoir des panaches bruns à l'embouchure, à la sortie des rivières qui se déversent dans le golfe Saint-Laurent. Ben ça, c'est tous des sédiments qui sont amenés avec la crue. Puis c'est sûr que cette eau-là est plus turbide. Mais si cette eau-là était turbide à d'autres moments de l'année, il y aurait de quoi s'inquiéter. Fait que ça, c'est un des critères qu'on observe. Puis on mesure aussi la température de l'eau. On le sait que les salmonités, c'est des espèces d'eau froide. Puis avec les changements climatiques, on peut anticiper qu'il y a une augmentation de la température de l'eau. Donc, si on continue le suivi, c'est peut-être une tendance qui pourrait finir par s'observer puis nous envoyer des signaux qu'il y a de quoi s'inquiéter pour la qualité de l'habitat aquatique de ces poissons-là. Mais si on arrête de faire le suivi des rivières, ne serait-ce que de connaître les changements dans la température de l'eau, ben on n'est pas en mesure de savoir si les conditions sont optimales ou non pour le poisson. Puis, je le rappelle, tu sais, c'est un poisson qui a aussi un intérêt socio-économique pour notre région, là. C'est vrai. Donc, que ce serait quoi pour terminer vite fait? Il nous reste peut-être 30 secondes Oui. pour les étapes dans le fond. Est-ce que toi, tu fais des démarches pour essayer que ça s'en aille pas vers le on ne fait plus rien ou vous êtes dans le fond en train de contacter le gouvernement pour ça? Comment ça se passe pour la suite? Ben, c'est sûr que de notre côté, d'abord, on veut sensibiliser la population à cette question-là. C'est pour ça qu'on fait des sorties médiatiques. On en a fait une sur notre compte Facebook. Puis c'est sûr qu'on fait valoir au ministère de l'Environnement que c'est une décision qu'on comprend pas, puis qu'on souhaite que la décision soit renversée. Cela dit, comme organisme, à notre échelle, on n'a pas beaucoup de pouvoir d'influence sur une décision ministérielle qui est à l'échelle de la province.
Par contre, on a un regroupement national, le regroupement des organismes de bassin versant du Québec, le ROBVQ, qui lui est susceptible d'avoir peut-être plus l'écoute du ministère de l'Environnement, parce que son rôle, c'est justement de représenter les 40 organismes de bassin versant. Comme on est plusieurs dans cette situation-là, ben, ça interpelle notre regroupement. Donc, on espère qu'ils vont réussir à faire valoir le point de vue du réseau des OBV auprès du ministère. Mais encore là, tu sais, c'est pas tout gagné. Les décisions sont souvent difficiles à renverser. Le président du ROBVQ a lui aussi fait une sortie, là, puis à cet égard-là, fait que on le sait que c'est dénoncé, là, tu sais, à l'échelle nationale comme situation. Si au moins il se faisait expliquer les raisons de cette décision-là, ça serait peut-être plus facile de se ranger derrière cette décision-là. Tu sais, on soupçonne deux choses, mais ça peut juste être à titre d'hypothèse. On soupçonne qu'il y a des stations qui ont été retirées parce que l'historique d'échantillonnage nous démontre que jusqu'à présent, c'est des rivières de bonne qualité. Fait que peut-être qu'ils se sont dit, ben, c'est pas nécessaire de continuer le suivi de ces rivières-là. On assume qu'elles sont de bonne qualité. Mais ça, c'est jamais garant de l'avenir non plus, là. Surtout dans un contexte de changement climatique. Fait que, tu sais, bon, ça serait, selon nous, pas nécessairement l'argument le plus valide. Puis l'autre argument à lequel on peut penser, mais pour lequel j'ai pas de validation, c'est que ça serait une volonté d'économie en termes budgétaires. Mais encore là, on se l'explique un peu mal parce que c'est loin d'être une des initiatives qui est les plus coûteuses. Le temps que ça prend de se déplacer, de faire un échantillon d'eau, puis de revenir au bureau, ça, c'est la dépense qu'on fait, mais qu'on faisait via les financements ministériels. C'est pas dans une saison, là, c'est pas une dépense énorme, là. Ça va représenter une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures pour toute une saison. C'est pas beaucoup. Puis l'autre dimension de l'économie qui pourrait peut-être y avoir, ben, c'est au niveau des laboratoires, parce que l'échantillonnage, puis ça, on l'a vu sur notre réseau Facebook, des gens nous disent pourquoi vous continuez pas à le faire malgré la décision du ministère, mais on peut pas le faire. L'eau, on peut aller la récolter, mais on peut pas l'analyser. Ça prend des laboratoires spécialisés, puis on n'aurait pas les moyens de payer nous-mêmes les analyses de laboratoire. Jusqu'à présent, le réseau Rivière, c'est toujours un laboratoire du ministère qui fait l'analyse. Fait que peut-être qu'ils veulent couper dans les dépenses associées à ces laboratoires-là. Mais ça, je suis pas en mesure de le confirmer si c'est ça ou pas la décision, la raison qui explique la décision. En tout cas, merci beaucoup Yves pour cette mise à jour. Ben, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, on le sait que nos rivières sont importantes pour nos citoyens, nos communautés. Puis on se le fait dire que c'est apprécié qu'on en fasse le suivi de la qualité. Tout ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir reprendre ce mandat-là, qui est somme toute peu coûteux, mais qui est pertinent, puis qui ferait en sorte qu'on maintiendrait notre séquence d'informations, de données, pour voir s'il y a des changements dans l'environnement ou pas.